Merci Zied, puisque tu es encore au studio. Merci pour le flash de 18h. Je reçois sans plus tarder ma charmante invitée, Madame Salsabil Qlibi, qui est universitaire, spécialiste en matière constitutionnelle. Bonsoir Salsabil. Bonsoir Emel. Merci pour avoir accepté mon invitation. Les auditeurs et auditrices. Merci à vous. Alors on va parler constitution. Au vu de ce qui se passe sur la scène politique tunisienne, bien sûr, Salsabil Qlibi. Je voudrais tout d'abord commencer avec vous par la toute nouvelle, la plus récente des actions, le communiqué publié par la présidence de la République le lundi à 23h59. Donc je crois que à la dernière seconde de l'expiration, entre guillemets, du délai des 30 jours, un délai qui est un peu discutable, controversé. Mais je voudrais d'abord me concentrer sur ce communiqué qui dit que le président de la République, Ras Saïd, a décidé de prolonger l'application de l'état d'urgence jusqu'à une date ou pour une durée indéterminée. Je voudrais comprendre avec mes auditrices et mes auditeurs quelle est la signification de droit et la signification de fait de cette décision. Ça veut dire quoi? Jusqu'à nouvel ordre ou à durée indéterminée. Oui, alors d'abord, merci Amel de m'avoir invité à votre micro. Si vous vous approchez un peu plus du micro, s'il vous plaît, Assel Sadi. Oui, alors... Merci à vous. Alors, je tiens à vous remercier. Pourquoi? Parce que vous prenez le risque de m'inviter à un moment où les juristes, aujourd'hui, sont conspués, on ne veut plus entendre parler d'eux, on leur demande de rester chez eux, de s'enfermer dans leur bureau, on ne veut plus entendre parler de constitution, de loi, de droit, on considère qu'elles sont la source de tous les maux. C'est à vrai dire surprenant que nos concitoyens et concitoyennes, après des décennies de mépris total du droit, après des décennies d'application sélective de la loi, donc selon que vous soyez donc puissant ou misérable, oui, les cours vous feront blanc et noir, c'est ce que nous avons vécu. Et malgré cela, aujourd'hui les Tunisiens et Tunisiennes, beaucoup d'entre eux en tout cas, considèrent que le droit est la source de tous les maux et exige ou demande qu'on laisse le politique délié, n'est-ce pas, débridé, totalement débridé, parce qu'on considère que le moment est un moment politique par excellence et non pas un moment qui puisse être saisi par le droit. Alors, je voudrais d'abord dire que tous les moments sont politiques. Il n'y en a pas un qui soit particulièrement politique et les autres, non, tous les moments sont politiques et le politique, s'il n'est pas soumis au droit, ça devient extrêmement préoccupant. Ça devient de l'arbitraire. Tout à fait. Très grave. Moi, de toutes les façons, ne me remerciez pas, moi je fais mon travail dans les règles de l'art en toute âme et conscience. Alors pour en revenir à votre question, alors, ce qui préoccupe beaucoup, et je comprends cette préoccupation, les Tunisiens, c'est la dernière expression du communiqué qui est jusqu'à une date, enfin jusqu'à nouvel ordre en fait. Il a dit c'est jusqu'à nouvel ordre. Alors peut-être qu'il faudrait rappeler, parce que tout le monde a focalisé sur les 30 jours, qui existe sur le texte de l'article 80. On va revenir, j'ai consacré du temps pour l'article 80, parce que je vais faire une leçon pédagogique aujourd'hui, justement pour vulgariser, expliquer une bonne fois pour toutes cet article 80. Est-ce que nous sommes dans l'article 80 ou en dehors de l'article 80? Parce que, en fait, il y a un petit malentendu sur ce délai de 30 jours. En fait, les 30 jours, ce ne sont pas... Tout d'abord, Salsabil, pour finir avec la première question, la signification de droit et la signification de fait de cette expression jusqu'à nouvel ordre. Jusqu'à nouvel ordre, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'une autre décision présidentielle tombe pour dire, alors encore une fois, conformément à l'article 80, pour dire que les raisons qui ont justifié le déclenchement de l'article 80 ont disparu et donc l'état d'exception est levé. Et pour revenir encore, parce que c'est pour répondre à votre question on peut rester comme ça jusqu'à quand? On peut passer une année comme ça? Oui, tout à fait. Alors où l'article 80, les 30 jours, encore une fois, pour revenir, et c'est pour répondre à votre question, les 30 jours ne concernent pas l'application de l'état d'exception. C'est-à-dire, l'article 80 ne dit pas l'état d'exception ne peut pas durer au-delà de 30 jours. Pas du tout. L'article 80 dit que
les 30 premiers jours du déclenchement de l'état d'exception, c'est le président de la République et le président de la République seul qui juge de l'opportunité de la déclaration d'état d'exception ou de déclenchement de l'état d'exception ou bien de la mise en œuvre de l'article 80. Au-delà des 30 jours, on ne parle pas de la suspension ou de la suppression, non, pas du tout. Au-delà des 30 jours, il y a la nécessité de contrôler, n'est-ce pas? Il y a un autre organe, la Cour constitutionnelle, voilà, qui entre c'est-à-dire qui entre sur la scène politique, n'est-ce pas, pour contrôler l'opportunité du maintien. Mais il ne s'agit pas du tout de la fin de l'état d'exception au bout de 30 jours. Et encore une fois, l'article 80, lorsqu'il parle de l'état d'exception, il ne donne pas un délai maximum. Et c'est pour cela que nous avons dans le communiqué présidentiel jusqu'à nouvel ordre, parce que effectivement, l'article 80 ne lui impose pas de lever l'état d'exception à une date déterminée. La levée de l'état d'exception est liée aux circonstances qui ont présidé à sa mise en œuvre, pas autre chose. D'accord. Une question, toute simple, toute directe. À partir du 25 juillet, Salsabil est consolidé par ce communiqué du lundi à minuit. Est-ce que la Constitution de 2014 est toujours en vigueur, est toujours applicable, ou c'est une Constitution qui est actuellement suspendue depuis le 25 juillet? Oui, alors suspendue, entendons-nous, elle est encore en vigueur pour preuve, c'est son article 80 qui est en vigueur. Pour expliquer un petit peu plus, la Constitution, l'article 80, c'est un petit peu comme... alors nous sommes dans une espèce de poupée russe. Nous avons la Constitution dans son intégralité, oui, et nous avons l'article 80 qui fait partie intégrante de la Constitution. Oui. Donc pour répondre à votre question, oui, nous sommes encore dans le cadre, et c'est ce que n'arrête pas d'ailleurs de répéter le président de la République, nous sommes encore dans le cadre de la Constitution de 2014, sauf que nous avons suspendu toute la Constitution, sauf l'article 80. C'est l'article 80 qui organise aujourd'hui la vie publique. C'est l'article 80 qui organise aujourd'hui la vie politique. Pour rester dans cette idée, cette image de poupée russe, je crois qu'on va vers la toute petite, la poupée la plus minuscule dans la série. Parce que j'ai l'impression, Salsabil Rqibi, que même de tout l'article 80, nous ne sommes pas sous la houlette ou sous le chapeau de tout l'article 80. Nous sommes sous sous le chapeau des 2 ou des 3 premières lignes de l'article 80, puisque je relis depuis le 25 juillet cet article, et je ne trouve pratiquement aucune des 10 conditions recensées et énumérées dans cet article remplie. Oui. Uniquement le khatar dehem et la déclaration de l'état d'exception, mais aucune des conditions n'est applicable. Ni la Cour constitutionnelle, ni l'ARP qui a disparu, ni le gouvernement qui a disparu. Je ne suis pas en train de dire que je défends l'ARP ou que je défends le gouvernement de Hichem Chichi. Je ne suis ni avec eux ni contre eux. Je suis en train de constater de manière objective, purement scientifique, ce que dit l'article. Et je ne vois pas ce que dit l'article, je ne le vois pas dans la réalité. Oui. Vous voyez dans quelle situation nous sommes, ML, lorsque vous parliez là à l'instant de cette situation extrêmement étrange, n'est-ce pas? Vous avez commencé par dire « je ne suis pas pour l'Assemblée ». Nous sommes dans une situation qui est extrêmement désagréable, qui fait que chacun est obligé de se justifier. Malheureusement. Ce n'est pas du tout, nous ne sommes pas dans une situation dans laquelle on peut se permettre de se justifier. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et donc, il invoque l'article 80, mais il a pris beaucoup de liberté avec l'article 80 et il a transgressé un certain nombre de parties. Hein. Vous avez parlé des premières lignes ou des dernières lignes. Il a transgressé un certain nombre d'éléments de l'article 80, il ne les a pas respectés. L'esprit de l'article 80, pour revenir à la situation dans laquelle se trouve le Parlement et le gouvernement d'ailleurs, hein, c'est la même chose, c'est que c'est un article qui transfère tous les pouvoirs entre les mains du président de la République. Il
faut qu'on explique ce que ça veut dire l'état d'exception. C'est une situation dans laquelle on passe d'un régime de séparation des pouvoirs à un régime de réunion des pouvoirs entre les mains du président de la République. D'accord ? De fusion des pouvoirs entre les mains du président de la République. Ce qui est extrêmement préoccupant. Mais évidemment, dans une situation de menace de l'État, c'est ce qui justifie que, si vous voulez, qu'on fasse ce pas qui est extrêmement dangereux et qu'on donne ce qu'on appelle les pouvoirs de crise. D'ailleurs, on les appelle aussi les pouvoirs de crise. On transfère tous les pouvoirs au président de la République, donc on abandonne l'idée qui est inhérente à toute démocratie de contrôle, de contre-pouvoir, de balance des pouvoirs. Ça n'existe plus, c'est mis entre parenthèses. Alors la contrepartie de ce transfert qui est extrêmement dangereuse, c'est le maintien du statu quo institutionnel. C'est ce que dit l'article 80. Évidemment, le président de la République est habilité à prendre toutes les mesures, et c'est ça ce que ça veut dire, il réunit entre ses mains tous les pouvoirs. Et il est habilité à prendre toutes les mesures qu'il juge nécessaires, qui sont nécessaires donc pour rétablir la situation, donc le fonctionnement normal des institutions, etc., etc. Mais en contrepartie, il faut que les autres institutions de l'État restent en place. C'est pour cela qu'il n'y a pas une possibilité. Et qu'elles soient consultées. Alors, elles sont consultées, d'accord, mais elles restent en place. Le Parlement ne peut pas démettre le gouvernement, et le gouvernement reste en session permanente. Ça, c'est pourquoi. Exactement. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas en même temps transférer tous les pouvoirs entre les mains d'une seule personne, n'est-ce pas, et faire disparaître ou permettre qu'on fasse disparaître les autres institutions. Pourquoi ? Parce que si on les fait disparaître, le retour à la situation normale devient, c'est un euphémisme, très difficile. D'accord ? Donc, ceci n'a pas été respecté. Le président de la République, il déclare évidemment, moi je sais que je n'ai pas le droit de dissoudre le Parlement, je ne le dissous pas, mais je gèle ses compétences. C'est du pareil au même, c'est-à-dire vous suspendez ses compétences, ça veut dire que vous l'empêchez de remplir sa mission, donc en fait, c'est comme si vous l'avez fait disparaître. Donc selon vous, nous sommes dans le cadre de l'article 80. Oui. Il est toujours, la Constitution est toujours applicable, elle est toujours en vigueur. Oui. C'est important de le rappeler, et c'est important de le rappeler d'abord à tout le monde, et de le rappeler au président de la République, qui d'ailleurs ne cesse de le répéter. N'est-ce pas ? D'accord. À votre avis, jusqu'à quelle limite ce qui se passe, de fait, en se référant d'une certaine manière un peu exceptionnelle à la Constitution, un peu spéciale, c'est la manière du président Kais Saied, jusqu'à quelle mesure ceci représente des menaces pour la démocratie, pour le régime démocratique, pour les valeurs de la République telles que nous connaissons, telles que définies par Montesquieu, par tous les philosophes des Lumières, qui parlent de séparation de pouvoir, d'équilibre entre les pouvoirs, de contre-pouvoir, de contrôle, les libertés aussi, individuelles et collectives, les droits. Je ne sais pas, est-ce que nous sommes dans une situation rassurante, tranquillisante, ou est-ce que nous devons plutôt, je ne sais pas, nous inquiéter un peu? Oui. Alors, je commence par répondre d'abord que l'équivalent de l'article 80, ou ce qu'on appelle l'état d'exception ou les pouvoirs de crise, existe dans toutes les démocraties. D'accord. C'est un outil qui permet la conservation de l'État, la conservation de la démocratie, lorsqu'ils sont menacés. Soit que la menace soit une menace interne ou qu'elle soit externe. Donc c'est un outil, c'est un mal, c'est un mal, parce que effectivement nous sommes, pour dire les choses telles qu'elles sont, c'est une dictature. Une dictature, cet outil, en fait, c'est un outil très ancien, il remonte à l'Antiquité romaine. Et ça s'appelait dictature, pas la connotation ou la signification que possède aujourd'hui le terme péjoratif, et péjoratif. Ça se disait comment en latin?
Dictature, Oui. Je ne saurais pas vous le dire là, comme ça au pied c'est pas levé. Donc c'est une dictature, hein, il faut appeler les choses telles qu'elles sont, mais comme vous venez de le dire, pas dans le sens péjoratif. Lorsqu'il y a une menace de l'État, on ne peut pas laisser la décision qui doit être prise pour réagir à cette menace, qu'elle soit interne ou externe, à une procédure qui est très complexe et très lente, de délibération, de discussion, tout à fait, n'est-ce pas? Il faut qu'on consulte le Parlement, il faut que tout le monde tombe d'accord, il faut qu'il y ait un vote, il faut qu'il y ait... Non, la situation ne permet pas de suivre une telle démarche. Donc on change de régime, on saute d'un régime ordinaire à un régime exceptionnel, qui, alors parce qu'il est exceptionnel, doit être limité dans le temps. Donc c'est un outil qui existe dans toutes les démocraties et qui est conçu pour sauver la démocratie, pour protéger la démocratie. Où se situe le danger? D'abord, je pense que toute personne sensée doit s'inquiéter, n'est-ce pas, du déclenchement de l'état d'exception. N'est-ce pas? Quelles que soient les raisons qui sont à l'origine de son déclenchement ou de sa mise en œuvre, il est quand même inquiétant de se savoir gouverner sous un régime d'exception, pour deux raisons. La première est que lorsqu'on déclenche l'état d'exception, ça veut dire qu'il y a quelque chose de très grave qui se passe. Alors aujourd'hui, nous savons très très bien tout ce qui a mené, hein, c'est pas tombé du ciel comme ça, d'un seul coup, nous étions dans une situation de blocage des institutions, plus rien ne marchait. Oui. Tout le monde sait que le Parlement n'était plus un Parlement, tout le monde sait que le gouvernement, qui était moribond, hein, était incapable de faire quoi que ce soit dans une situation sanitaire catastrophique, n'est-ce pas? Et alors aujourd'hui, se surajoutent à cela des informations extrêmement préoccupantes au sujet de menaces externes, c'est-à-dire la situation régionale est elle aussi devenue extrêmement préoccupante, oui, n'est-ce pas? La Tunisie se retrouve, alors on voit cela au défilé, n'est-ce pas, des délégations étrangères qui se suivent à un rythme qui est anormal, n'est-ce pas? Et c'est comme si la Tunisie était donc dans une espèce de tourmente et qu'il y a une sorte de convoitise, n'est-ce pas, de puissance régionale par rapport à la Tunisie. Donc il y a une menace réelle, donc c'est pour cela que le déclenchement de l'état d'exception est inquiétant, parce qu'il est signe d'un danger qui nous menace, qu'il soit interne ou externe. La deuxième raison pour laquelle on doit s'inquiéter, toute personne censée doit s'inquiéter, c'est que l'état d'exception est un état dans lequel les droits et libertés, puisque c'est sur cela que porte votre question, sont suspendus ou peuvent être suspendus. C'est un régime qui permet non pas uniquement la limitation des droits et libertés, mais également la suspension des droits et libertés. C'est l'essence même des pouvoirs de crise, et c'est en cela qu'elles sont dangereuses et préoccupantes, parce qu'elles permettent aux détenteurs du pouvoir, légalement, je dis légalement, j'entendais tout à l'heure si Hamami, il faut lui rappeler, légalement, lui permettent de suspendre les droits et libertés. J'ajouterai ceci, toujours par rapport à ce que disait Hamami tout à l'heure, peut-être que beaucoup de Tunisiens ont oublié cela, mais aujourd'hui, nous vivons sous un double régime de restriction des droits et libertés. On peut l'expliquer, ça alors, nous vivons sous le régime d'état d'urgence. 2 ou 3 jours, je crois, avant l'annonce présidentielle de la prorogation de l'état d'exception, le président de la République a signé un décret prorogeant l'état d'urgence de 6 mois. Donc l'état d'urgence va se maintenir jusqu'à janvier prochain. Jusqu'à la fin de l'année. Oui, jusqu'à janvier 2022. Alors, en plus, je pense que tout le monde, on a l'habitude de l'état d'urgence. Depuis 2011, on vit pratiquement, quasiment de manière permanente sous le régime de l'état d'urgence. Alors, la sévérité de l'application de l'état d'urgence a changé, a évolué en fonction des circonstances. Des fois, on le sentait dans notre chair et dans notre sang, dans notre vie quotidienne. Des fois, on oubliait qu'on était sous un régime d'état d'urgence qui, peut-être faudrait-il le rappeler, permet par exemple au pouvoir exécutif d'assigner les personnes à résidence, qui permet à des personnes, à l'exécutif d'interdire
aux personnes de voyager, de se déplacer. Même d'une ville à une autre. Exactement, que ce soit la liberté de circulation se trouve donc limitée par le pouvoir exécutif et non plus par le pouvoir judiciaire. Mais c'est sur la base d'un texte de loi, c'est un décret. C'est un décret. C'est un décret qui date de 1978 que Est-ce que c'est normal qu'en 2021 on applique un texte un texte administratif en plus, ce n'est même pas un texte de loi, ce n'est pas pris par le législateur, qui a été décrété en 78. Oui, alors le problème n'est pas qu'il date de 1978, on applique bien des textes qui remontent à 1903 et 1913, non, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que le décret de 1978 est aujourd'hui inconstitutionnel. Pas aujourd'hui, c'est depuis depuis la publication, donc la promulgation de la Constitution de 2014, il est devenu inconstitutionnel parce que l'article 49 de notre Constitution déclare qu'on ne peut limiter les droits et libertés que par une loi. On ne peut le faire par un décret. Évidemment, la Cour constitutionnelle n'étant pas en place, on ne peut rien faire et ce décret a continué à produire ses effets et à être mis en œuvre. D'ailleurs, la première fois que le président de la République, le président Kais Saïd, a été amené à déclarer l'état d'urgence, il avait déclaré à la presse, aux médias, qu'il avait signé le décret la mort dans l'âme, si vous voulez. Il n'était pas content. Absolument. Il n'était pas content. Tout à fait, parce qu'il est conscient, d'abord en tant que président de la République, mais surtout peut-être en tant que juriste, n'est-ce pas, que cet article est contraire à la Constitution. Voilà. Alors aujourd'hui, il est encore en œuvre, c'est-à-dire il est encore en vigueur, et il vient d'être prorogé. Alors, en plus de cela, nous avons un autre palier. L'état d'exception est un régime qui est encore plus sévère, beaucoup plus sévère que l'état d'exception. Donc, toutes ces mesures liberticides sont prises sur la base de ces deux régimes et c'est pour cela qu'il y a lieu de s'inquiéter. De s'inquiéter non pas qu'aujourd'hui nous soyons sous ces deux régimes, mais de s'inquiéter que ces deux régimes ne se perpétuent, n'est-ce pas, et que d'un régime d'exception, il ne se transforme en règle, c'est-à-dire ça devient le mode normal de gouvernement du pays, sachant que, alors ce n'est pas une crainte comme ça, qui est une crainte de juriste, n'est-ce pas, qui n'a aucune relation à la réalité, c'est ce qu'on reproche aujourd'hui aux juristes, c'est une crainte qui est fondée sur les expériences comparées. Nous savons très bien qu'aujourd'hui, dans une grande partie des démocraties, le mode de gouvernement par des lois d'exception est devenu quasiment la règle. Si on prend uniquement le Patriot Act américain qui avait été pris en 2001 à la suite des deux attentats des Twin Towers, ce régime d'exception extrêmement sévère, extrêmement attentatoire aux droits et libertés est devenu, il est resté en vigueur plusieurs années et un grand nombre des parties, des dispositions que comporte le Patriot Act a été repris par des lois qui sont devenues des lois permanentes. Donc, c'est pour dire que même dans les démocraties les plus enracinées, il y a toujours ce risque, n'est-ce pas, de glissement vers un régime attentatoire aux droits et libertés. C'est pour ça qu'il faut être vigilant. Et il est tout à fait sain d'être vigilant, même si la situation tunisienne est extrêmement préoccupante, alors pas seulement sur le plan sanitaire, mais également sur le plan économique et social, mais surtout, aujourd'hui, on l'apprend ces derniers jours, sur le plan sécurité, c'est-à-dire par rapport à c'est-à-dire ses relations avec ses voisins, par rapport à c'est-à-dire à des menaces terroristes potentielles, n'est-ce pas? Donc l'environnement régional n'est pas du tout ça. Absolument, et est effectivement préoccupant. Donc autant il faut rester vigilant par rapport, n'est-ce pas, à la situation régionale, autant il faut aussi rester en bon citoyen, rester vigilant par rapport aux garanties relatives aux droits et libertés, auxquelles il ne faut pas renoncer. Donc, laissez-moi vous poser la question. Vous connaissez la chanson de Gilbert Bécaud. Et maintenant, que vais-je faire? Et maintenant, qu'allons-nous faire? Vers où nous nous dirigeons?
Est-ce que vous pensez que le président Kais Saïed a déjà un plan? Est-ce qu'il va se référer au référendum, par exemple? Ou est-ce que plutôt il va mettre en place comment dire, une commission, une organisation provisoire des pouvoirs? Qu'est-ce qu'il va faire exactement? On va vers où? Oui. Alors, qu'est-ce que le président de la République compte faire? Je ne sais absolument pas. Je ne sais absolument pas parce que le président ne communique pas ou communique très peu. Donc, je n'ai aucune idée sur ses intentions, n'est-ce pas? Maintenant, en ce qui concerne l'organisation des pouvoirs publics, l'organisation provisoire des pouvoirs publics, je souhaiterais informer le public que l'article 80 est une organisation provisoire des pouvoirs publics. L'article 80, c'est un mode d'organisation des institutions provisoire. Pourquoi? Parce que l'état d'exception est par définition même provisoire. Donc si nous sommes encore dans le cadre de la Constitution de 2014, et c'est ce que le président de la République ne cesse de dire, nous n'avons pas besoin d'une organisation provisoire des pouvoirs publics parce que l'article 80 aujourd'hui organise l'exercice du pouvoir de telle manière à ce que, alors d'une manière qui permet aux détenteurs du pouvoir de réagir à la crise, de gérer la crise. Voilà. Donc, voilà pour l'organisation. Je pense que si on considère que nous sommes encore dans le cadre de la Constitution de 2014, je ne vois pas l'utilité d'une organisation provisoire des pouvoirs publics. On peut se contenter, il peut se contenter de l'article 80 de l'article 80. Il continue à gérer il légifère par le biais de décrets-lois. Oui, il a la faculté de légiférer il dispose du pouvoir réglementaire général. Donc, il a la possibilité, il a la faculté, il a les moyens, les outils juridiques qui lui permettent de gérer la crise, qu'elle soit interne ou externe. Nous savons que le président Kais Saïed est mécontent par rapport à la loi électorale. Il veut la changer. Il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul, je le sais. Et il ne veut pas rétablir l'ARP dans le schéma dans lequel elle était. Oui. Alors, quelle est la solution entre ces mains aujourd'hui? Comment est-ce qu'il peut faire? Je ne sais pas, est-ce qu'il peut s'auto-consulter? Il va faire un référendum, alors que le référendum est cité dans la Constitution en 2 articles, je crois, et que c'est limité quand même. Il ne peut pas faire un référendum comme il le veut, d'une manière ouvertement illimitée. Donc, est-ce qu'il peut recourir au référendum pour dire au peuple, je change ou je ne change pas la loi électorale, je change ou je ne change pas le régime politique actuel? Et si oui, est-ce qu'il peut le changer tout seul? Parce qu'il a besoin d'un législateur pour voter son projet de loi. J'ai l'impression que nous sommes dans une situation un peu... Dans un dilemme, au fait. Dans une impasse. Nous sommes face à un dilemme. Oui. Alors, pour le référendum, comme vous venez de le dire, Amel, la possibilité d'y recourir est exclu. Alors le référendum, qu'il soit législatif ou constituant, nous avons 2 types de référendums, qu'il soit législatif ou constituant. L'article 82 et l'article 146. Tout à fait, 144. 144. Alors dans les 2 situations, le peuple n'est consulté, c'est-à-dire on ne soumet le texte qu'il s'agisse d'une loi ou de la révision de la Constitution, le peuple n'est consulté que à la suite du vote de ce texte par le Parlement. Aujourd'hui, dans les situations dans lesquelles nous sommes, le Parlement est gelé, c'est-à-dire que le Parlement ne fonctionne pas. Tout à fait, il ne fonctionne pas, donc on ne voit pas trop comment le président de la République peut recourir au référendum sur la base, évidemment, sur la base de la Constitution de 2014, parce que si on sort de cette Constitution, toutes ces questions deviennent superflues, elles n'ont plus aucun sens. Sur la question de la loi électorale, encore une fois, le président de la République ne peut pas, c'est-à-dire il dispose, il a le pouvoir de légiférer par voie de décret-loi, mais la loi électorale ne peut pas être, donc il peut intervenir dans toutes les matières, y compris les matières qui sont relatives aux droits et libertés, donc changer toutes les lois, tous les textes relatifs aux droits et libertés, sauf la matière électorale. Il ne peut pas y toucher. Il ne peut pas modifier la loi électorale par voie de décret-loi. D'accord ? Donc, on est un petit peu coincé de ce point de vue. Et du coup, évidemment, les possibilités de sortie de crise se trouvent extrêmement limitées. Et donc, c'est pour cela que il me semble que
une première voie pour une sortie de crise, c'est une consultation ou une concertation entre le président et les forces vives de la nation. On peut appeler ça comme on veut, hein, les grandes organisations nationales représentatives, n'est-ce pas, de forces vives de la nation, la société civile, les partis politiques, n'est-ce pas. Il me semble qu'il est temps que le président de la République revoit un petit peu son hostilité, son rejet de tous ces acteurs, n'est-ce pas, qui quelque part est fondé. Il ne faut pas oublier que les acteurs politiques, les principaux acteurs politiques sont en grande partie responsables de la situation. Oui, pas tous. Oui, évidemment, pas tous. C'est-à-dire, il ne faut pas évidemment. On peut pas faire une punition collective. Absolument, absolument. Alors c'est plus qu'une punition collective, c'est une hostilité par rapport au concept même de parti. C'est assez préoccupant. Concept, en fait. Voilà. Mais par exemple, il a le rapport de la Cour des comptes. Pourquoi est-ce qu'il ne le met pas en œuvre? Pourquoi est-ce qu'il n'intente pas un procès devant la justice sur la base de ce rapport? Et comme ça, il pourra justement éliminer tous les parasites de la RP actuelle, les éliminer, comme ça il va se venger de ses ennemis. Ouais, il aura de la place de se venger. Il ne s'agit pas de se venger. Oui, il ne s'agit pas de se venger. Vous avez employé le mot hostilité. Oui, il s'agit de rétablir l'état de droit. Hein. D'accord. Et la responsabilité incombe d'abord à la Cour des comptes. Vous avez parlé de la Cour des comptes. La Cour des comptes, oui. La Cour des comptes a fait son travail. Elle a déjà fait son travail. Elle a entamé son... elle n'a pas fini. C'est-à-dire, elle n'est pas allée jusqu'au bout de son travail. Ce qu'on attendait, et c'est ce qu'elle a déclaré elle-même, hein, la Cour, après la publication de son rapport, c'est qu'elle allait déférer tous les dossiers, n'est-ce pas? Il y a deux aspects, n'est-ce pas, ou deux parties dans la Cour des comptes. Il y a donc la partie qui procède aux investigations qui aboutissent à un rapport, et puis il y a la partie proprement juridictionnelle, n'est-ce pas, qui procède aux poursuites contre les acteurs politiques, n'est-ce pas, qui ont contrevenu à la loi électorale, notamment en ce qui concerne, enfin pas notamment, hein, mais entre autres, en ce qui concerne exactement le financement de le financement de la campagne et tout cela. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Pourquoi est-ce qu'on ne va pas jusqu'au bout? Maintenant, on est dans une ère qui se dit une ère de rectification. C'est tout le problème, oui, c'est tout le problème. Donc chacun doit assumer ses responsabilités. Donc la Cour des comptes doit finir son travail, doit donc aller jusqu'au bout dans c'est-à-dire l'aspect juridictionnel, proprement juridictionnel de son travail. Chacun doit faire son travail, chacun doit assumer ses responsabilités. D'accord. Donc actuellement, en ce moment, il n'y a pas une solution juridique. Vous n'en voyez pas? Non, la marge est très réduite. Je ne vois pas. Je pense que, encore une fois, le premier élément de sortie de crise, c'est d'abord que les gens se parlent, hein, que les gens se parlent, qu'il y ait une... Parce que même si on décide, hein, si on décidait de sortir du cadre de la Constitution de 2014, ce qui à mon avis, n'est pas une très bonne chose. Ça constitue un précédent. On oublie toujours ça. On oublie toujours cela. On attribue tous les maux, hein, n'est-ce pas, à la Constitution de 2014, dont on dit tout le mal possible. C'est un texte qui est loin d'être parfait, n'est-ce pas? Mais on oublie tout le temps, que depuis sa promulgation, c'est un texte qui a été malmené, qui a été violé. Nous n'avons pas respecté les acteurs politiques, pas nous, les acteurs politiques n'ont pas respecté les règles du jeu politique. C'est une constitution, c'est sans doute une mauvaise constitution dans une certaine mesure, dans certains de ces éléments constitutifs, parce que c'est trop facile de critiquer. Elle a procédé à des percées qui sont importantes concernant par exemple les droits et libertés, n'est-ce pas? Donc on ne peut pas tout remettre en cause, mais c'est une constitution... comment on dit, l'eau avec le bébé. Oui, tout à fait. Le bébé avec l'eau du bain, on peut pas tout. Oui, on peut pas tout. C'est facile de faire là. Et ce qui m'étonne aussi, c'est que on ne tire pas beaucoup les leçons du passé. Alors, la tabula rasa à laquelle on a procédé en 2011
voilà ce qu'elle a donné. Voilà le résultat. Lorsqu'on a décidé, tout à fait, lorsqu'on a décidé d'abandonner la Constitution de 1959, dont on a dit tout le mal possible, hein, et de partir à Zoré, tout à fait, voilà où ça nous a mené. Le président de la République lui-même, qui était un farouche opposant au maintien de la Constitution de 59 et sa modification, se rend aujourd'hui compte qu'en fait ce n'était pas le meilleur choix, hein, c'est-à-dire d'aller vers un pouvoir, vers une assemblée constituante élue au suffrage universel, de partir à zéro, ça n'a pas donné de bons résultats. Aujourd'hui on peut refaire la même chose. Donc, on va effacer donc, la Constitution de 2014 et aller vers une nouvelle Constitution. C'est un très mauvais signal parce que ça va constituer un précédent. Demain, n'est-ce pas, n'importe quel président que nous pourrions avoir dans 10, 15, 20 ans, s'il va se sentir gêné par le texte constitutionnel qui ne lui donne pas la latitude qu'il voudrait pour gouverner, il va dire évidemment c'est une constitution qui a été faite dans une situation extrêmement, n'est-ce pas, spéciale, dans une situation où il y avait, où on vivait sous le régime d'exception. Ce n'était pas peut-être les discussions à propos de la nouvelle constitution n'étaient pas sereines parce que etc. Donc c'est une mauvaise constitution. On va le jeter, on va en faire une autre. Donc ça va devenir un prétexte, c'est-à-dire demain n'importe qui refuse de s'accommoder. C'est pour ça que j'ai commencé au début par dire faut faire attention, faut pas rejeter déjà que l'idée de respect de la règle de droit, de l'idée de l'état de droit n'est pas bien enracinée chez nous. Faut pas toujours accuser donc le droit et demander à le rejeter, parce que demain donc n'importe qui peut venir et vous dire non, ce droit ça veut absolument le droit ça veut absolument rien dire. Garder un peu de lucidité, de sagesse. Oui, le droit c'est important. C'était le politique sans le droit, c'est l'arbitraire. Vous l'avez dit tout à l'heure, ML. Effectivement. Salsabil Qlibi, merci infiniment. C'était un grand plaisir et c'était très très instructif, comme à chaque fois d'ailleurs. Je suis tout le temps contente chaque fois que je vous reçois dans nos studios. Merci Salsabil. Merci encore à vous. Dans un petit moment, on recevra par téléphone Chawket Bib, maître Chawket Bib, qui est avocat et qui est l'ancien président de l'IMLUC, pour voir un tout petit peu ce qui se passe chez lui, un peu la situation juridique salue particulièrement dans laquelle il se trouve. Merci Salsabil. Actu Plus. Actu Plus.